Il suffit d'imaginer la finale d'une paisible émission de pâtisserie où l'on donnerait soudainement des battes de baseball aux candidats. C'est en fait exactement l'ambiance de Flip 7 with a Vengeance. Aujourd'hui, on fait une plongée détaillée dans notre article qu'on a récemment publié sur le site pour comprendre comment une simple boîte de cartes peut transformer un apéro détendu en une véritable machine à détruire les amitiés. Ouais, c'est vrai que le contraste est hyper violent quand on repense aux origines du jeu. Le flip set classique, c'était vraiment l'incarnation du stop ou encore super bienveillant. Une petite tension amicale, quoi. Exactement. Une tension douce qui lui a d'ailleurs valu une nomination au prestigieux Spiel des Jahres et le prix du meilleur jeu famille en Suisse en 2025. Donc on partait vraiment sur du familial pur et dur. Mais justement, en relisant notre article, il y a de quoi avoir le vertige. Comment on passe d'une promenade de santé à un duel au couteau? La structure de base reste la même, non? Oui, on garde cette même pyramide mathématique avec une carte 0, deux cartes 2 et genre 13 cartes 13. On pioche et on risque constamment de faire le doublon qui nous élimine direct. Mais le twist, le truc qui déclenche vraiment ce chaos total, c'est un détail de design assez brillant. Le comptage des points, c'est ça? Voilà, le comptage différé. Dans la version originale, on marquait ses points dès qu'on décidait de s'arrêter. Hop, c'était sécurisé. Ici, le comptage ne se fait qu'à la toute fin de la manche. Attends, donc ça veut dire que si un joueur décide de s'arrêter, en pensant avoir sécurisé son pactole, ses cartes restent bêtement étalées sur la table pour le reste de la manche. Bah oui, complètement vulnérable aux autres. Mais c'est absurde! Enfin, on l'a écrit dans notre article, c'est littéralement comme poser son portefeuille bien rempli sur la table de poker pour aller aux toilettes, pendant que les autres continuent de jouer. C'est la métaphore parfaite. Et psychologiquement, ça change absolument tout à la dynamique autour de la table. Ça détruit l'ancienne ambiance. La tension n'est plus solitaire, où tu te battais juste contre les probabilités. Ah oui, ça devient hyper social d'un coup. Totalement. C'est un vrai dilemme psychologique. La question fondamentale devient plutôt à quel moment précis je peux figer mon jeu sans devenir la cible immédiate de tous les autres. Et devenir la cible, ça coûte atrocement cher, on l'a bien souligné dans notre article. Les anciens bonus sympas ont disparu au profit d'armes de destruction massive. Ah, les nouvelles sont terribles. Il y a des malus de moins 10, des divisions par 2 du score, ou même l'obligation de forcer un adversaire à piocher 4 cartes d'un coup. Et surtout ce fameux swap. Comment ça fonctionne concrètement pour détruire une stratégie à long terme, ça? Le swap, c'est la brutalité à l'état pur. Ça permet d'échanger les cartes de 2 joueurs. Donc il suffit qu'une personne ait prudemment accumulé un très beau score, et bam, on l'échange avec le jeu d'un joueur qui est sur le point d'être éliminé. Et les deux tombent en même temps? Souvent, ouais, c'est radical. C'est ce qu'on disait, c'est l'équivalent ludique de la carapace bleue dans Mario Kart. Le truc vicieux balancé juste avant la ligne d'arrivée. Ça demande pas de finesse mathématique, ça demande juste un timing parfait. C'est clair. Et on pourrait croire que ça rend la partie super frustrante ou interminable avec tout le monde qui se sabote en permanence. C'est pas le cas. En fait, non. Ça crée une dimension profondément politique à la table. C'est plus qu'un jeu de hasard, c'est de la gestion d'agressivité. Si on frappe trop fort ou la mauvaise personne, on s'attire une vengeance collective redoutable. Une vraie vendetta, quoi. Complètement. Le jeu assume tellement cette dynamique qu'il propose même un mode brutal où les scores peuvent carrément descendre en dessous de 0. D'ailleurs, petit conseil technique crucial face à cette violence, qu'on a bien précisé dans notre article, il faut absolument protéger les cartes avec des pochettes en plastique. Ah oui, les sleeves, ce sont indispensables. Et pas juste à cause des doigts pleins de chips à l'apéro, hein. C'est surtout que les ripostes physiques et les cartes jetées de rage risquent de détruire le matériel avant la fin de la soirée. Bref, au final, on a un cocktail improbable, un croisement entre le côté punitif d'un Exploding Kittens, l'acharnement d'un Can't Stop et le calcul d'un Blackjack. Un mélange qui mérite amplement la note de 5 sur 5 qu'on lui a donnée. Pareil pour son score IJS, cet indice qui mesure spécifiquement l'interaction et la méchanceté entre les joueurs. Il crève le plafond avec un 5 sur 5 aussi. Il assume complètement son interaction agressive, ce qui nous ramène à notre émission de pâtisserie qui tourne au pugilat. Ce qui soulève une vraie question de fond d'ailleurs. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, si un simple ajustement de règles qui autorise et récompense la méchanceté gratuite rend un jeu à ce point jouissif, est-ce qu'il faut y voir le reflet d'un besoin humain profondément enfoui? Genre un exutoire dont on a besoin. Exactement. Peut-être que ces moments passés autour d'une table, c'est juste une quête de catharsis destructrice qui serait en fait indispensable pour évacuer la pression de la vie en société. C'est une question très philosophique à méditer lors du prochain apéritif.